Se faire couper le vagin, laisser des gens vous mettre des doigts sans permission, être soumise à un personnel soignant sans empathie. Bienvenue dans le merveilleux monde des grossesses. Depuis quelque temps, les témoignages de femmes affluent sur ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. Pour certaines, l'accouchement était synonyme de très long, violent et injuste. Alors les violences obstétricales, Kesako. Madame, on ne fait pas une césarienne de confort. Anne-Laure a eu son bébé en 2017. Après 3 jours et 3 nuits de contraction, toujours pas régulières, c'est ce que lui a répondu le médecin. Et il y a juste ce médecin qui était lui le décisionnaire de ce qui allait se passer concrètement, physiquement pour moi, et qui ne m'a pas regardé dans les yeux, qui n'était pas présenté, et qui a été extrêmement mécanique, c'est-à-dire que lui, en fait, a regardé l'ordinateur, le monitoring, et s'est basé sur des graphiques. Pour information, dès qu'un nouveau médecin est arrivé, la décision de faire une césarienne a été prise. Parce que oui, la situation devenait dangereuse. Pour moi, la violence obstétricale, c'est quelque chose de physique. C'est que une fois que j'ai accouché, et puis même plusieurs semaines après, où je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, c'était pas anodin. Et je m'en suis rendu compte juste parce que moi, au début, j'ai juste cru que j'étais nulle et que j'avais raté mon accouchement et que j'avais pas été à la hauteur. Alors vous me direz peut-être que ce ne sont pas des violences. Mais en fait, si, d'après le HCE. Dans son rapport de juin 2018, il dénombre plusieurs types d'actes dont certains relèvent de violence. Parmi ceux-ci, on a les actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Et c'est ce qu'il s'est passé pour Anne-Laure. Lancé sur Twitter en 2014, Paye ton utérus a recueilli plus de 7000 témoignages en 24 heures. On a eu aussi Balance ton accouchement. Une autre date a marqué ce réveil, 2015. La faculté de médecine de l'université Lyon-Sud publie des documents surprenants. Ils révèlent que dans le cadre de leur formation, les étudiants peuvent pratiquer des touchés vaginaux sur des patientes endormies, donc sans leur consentement. Face au scandale, l'université a démenti l'usage de telles pratiques. Depuis, des lanceuses d'alerte continuent de relayer des témoignages. On peut aussi en découvrir aujourd'hui dans les médias où des femmes osent témoigner à visage découvert. Mais le terme violence obstétricale est apparu en Amérique latine au début des années 2000. Depuis, on en parle aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, mais aussi jusqu'en Inde. Mais est-ce que ça touche tout le monde ? D'après le rapport du HCE, en 2016, 6% des femmes se sont déclarées pas du tout ou plutôt pas satisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement, ce qui fait 50 000 femmes. Mais est-ce que ces chiffres sont fiables ? Est-ce possible que plus de femmes soient touchées ? Dans le meilleur des cas, elle me disait oui, moi j'ai bien vécu mon accouchement, mais c'est toujours quelque chose qui n'allait pas. Ou alors certaines amies proches m'ont vraiment parlé de situations moi je qualifie de torture. Elles me parlaient de leur accouchement comme d'un viol. En effet, les obstétriciens interviennent que lorsqu'il y a des complications, donc besoin d'instruments ou de manœuvres particulières pour faire sortir le bébé. Or, pour ces médecins, la mission est de permettre la naissance du bébé et de préserver la vie de la mère. Et ça peut se faire au détriment du ressenti des mères. Le problème, c'est que cela est peut-être l'une des raisons de ce que l'on pourrait appeler les pratiques craignos. Bon, on a parlé du toucher vaginal à outrance, mais d'autres pratiques sont dénoncées, certaines parce qu'en décalage avec les recommandations de l'OMS. On a les pressions sur le ventre, les césariennes, le non-choix de la position de l'accouchement, et enfin l'épisiotomie. Alors l'épisio, comme on dit pour les intimes, c'est une incision du périnée sur quelques centimètres effectuée pour agrandir la taille de l'orifice vulvaire et faciliter l'expulsion du bébé. C'est vraiment une mutilation sexuelle, donc c'est quelque chose qui laisse des séquelles quand même très proches de l'excision, des douleurs pendant longtemps, des douleurs pendant un rapport sexuel, une perte de sensibilité, parfois même des dépressions, des pertes de confiance en soi. En France, un accouchement sur 5 donne lieu à une épisio, alors que l'OMS en recommande 1 sur 10. Le rapport du HCE dénonce aussi un manque, voire une absence totale d'explications sur le motif de l'épisiotomie pour une femme sur 2. On n'est plus du tout égal, la patiente et moi. La patiente n'est plus en état de faire autre chose que de dire oui. En fait, en gros, juste, je lui annonce, je vais lui faire une épisiotomie. Mais la question d'obtenir son consentement éclairé, c'est une vue de l'esprit. Et d'autre part, l'autre légende sur laquelle je voudrais bien revenir, c'est que je n'ai jamais vu une seule patiente qui consente à avoir une épisiotomie. Le problème, c'est surtout que ces taux varient énormément aussi selon les maternités, allant de 0,3% à 45%. Ah, et est-ce que je vous ai parlé du point du mari ? En 2014, la sage-femme et écrivaine Agnès Ledig a fait péter ce tabou sur son blog. C'est le fait de recoudre une femme après son épisio de manière à ce que ça soit plus serré. Des fois, c'est même fait sans l'accord de la femme et cela peut engendrer des douleurs supplémentaires pendant des mois. Serait-ce la conséquence d'un sexisme conscient ou non contre les femmes ? Toutes les théories élaborées jusqu'au début du XXIe siècle ont été faites exclusivement par les hommes, pour les hommes, dans l'intérêt des hommes. Une théorie limitée pour la docteure Yam Yam qui peut expliquer des choses, mais pas tout. En tout cas, en France, à peu près 90% des naissances sont pratiquées par des sages-femmes qui sont des femmes.
Et l'enseignement fait aux sages-femmes est beaucoup fait par des femmes. D'ailleurs, elle insiste sur l'empathie nécessaire à ce métier. Peut-être plus possible quand on est une femme, mais... C'est pas non plus l'apanage des femmes que d'être bien traitant. Et c'est sans parler des discriminations quand on est grosse, voilée, noire, handicapée, ce qui conditionne la façon dont ces femmes sont traitées lorsqu'elles accouchent. Face à la situation actuelle, comment peut-on améliorer les choses et avoir des échanges constructifs ? Déjà, humaniser un peu les naissances. Et ça passe par de meilleures infrastructures comme les maisons de naissance, mais pas forcément qu'elles, mais aussi plus de moyens pour les médecins et les sages-femmes, et bien sûr, plus d'échanges en amont avec les patientes, notamment sur la question de la douleur. En fait, la question de l'accouchement des femmes est profondément sociologique. Si 99% des accouchements se font à l'hôpital en France, c'est loin d'être le cas partout en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, les femmes sont plus éduquées et capables de savoir ce qui se fait ou non. Des personnes du corps médical souhaitent aussi une évolution qui peut mener à une meilleure prise en charge. Or, les femmes doivent pouvoir avoir plusieurs options, que ce soit accoucher à domicile, à l'hôpital, dans une maison de naissance, et j'en passe. Et si la clé, ce n'était pas justement de travailler avec les femmes et non de les laisser spectatrices de leur accouchement ?